Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de ce soir. Le forum des rédactions démarre donc et merci une fois encore de votre fidélité. Ce soir, nous allons parler de l'installation des conseils communaux et quels sont les défis donc qui attendent les maires de cette mandature, la 5e mandature, et quels sont les défis pour les 7 prochaines années. Nous allons en parler sur ce plateau. Mais avant, nous allons d'abord nous focaliser quelque peu sur la ville de Cotonou, qui est la vitrine de notre pays. Vous le savez, pour pouvoir donc essayer de comprendre un peu les défis aujourd'hui auxquels le nouveau maire, Luc Nyankadja, sera confronté. Mais après, nous pourrons donc aller dans la généralité et parler des autres communes, mais également revoir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce que l'avènement des SE a apporté un plus donc dans la gestion de ces communes, la décentralisation, où en sommes-nous? On va en parler. Pour réaliser cette émission, nous avons donc Chancel Adjibi qui est sur la machine à 1000 boutons, juste à côté de lui, Alicia Arissou, et puis c'est Gérard Roussa qui est au son. Mesdames, Messieurs, on va observer une courte pause afin que je vous présente les débatteurs. Sur ce plateau, Stéphane Ahinouassou, bonsoir. Bonsoir Mouri Agua, bonsoir aux téléspectateurs de Eden TV. On ne vous présente plus, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir accepté mon invitation. Hugues Hector Zogo, il est à ma gauche. Bonsoir Hugues Hector Zogo. Bonsoir Mouri Arnaud Agua, bonsoir Stéphane Ahinouassou, bonsoir également aux téléspectateurs et à tous les auditeurs de Diaspora FM fidèles à ce plateau. Merci d'être venu faire ce débat avec nous sur l'installation des conseils communaux afin de parler des défis pour les 7 prochaines années. Tout de suite, nous allons donc aborder le sujet avec la ville de Cotonou. On va suivre cet élément, analyse réalisée par cet Atemi avant de revenir prendre vos avis en ce qui concerne les défis qui attendent de tout nouveau maire de la ville de Cotonou. La ville de Cotonou a officiellement installé son nouvel exécutif municipal à l'issue de la séance solennelle consacrée à la mise en place du conseil communal issu des élections communales et municipales du 11 janvier 2026. À l'issue de ce scrutin, l'Union progressiste Le Renouveau, étant en tête avec 34 conseillers contre 15 pour le bloc républicain, a procédé à la désignation de Luc Nyankadja comme maire de la ville de Cotonou, ville vitrine du Bénin. L'expert urbaniste aura la charge de conduire le conseil communal pendant les 7 prochaines années. Pour ce septennat, les défis qui attendent la nouvelle équipe dirigeante sont multiples. Et le maire de la ville de Cotonou hérite d'une commune qui a beaucoup d'attentes. Il y a déjà ce qui a été fait par le maire sortant en termes d'infrastructures scolaires. Il y a un partenariat qui est mis en place entre Cotonou et l'État central, permettant aux agences de l'État d'intervenir dans la construction des infrastructures dans la ville. Il faut poursuivre cela, mais il faut aussi mettre en place des mécanismes pour que la ville de Cotonou soit dans une vraie démocratie. Luc Nyankadja devrait inscrire ses actions dans la continuité du service public local, tout en relevant les défis urbains propres à la métropole. Le profil du nouveau maire présage d'une gouvernance concertée et rigoureuse afin de répondre aux attentes des citoyens en matière d'aménagement urbain, de gestion des services municipaux et de développement durable. La personne de Luc Nyankadja nous renvoie à l'urbanisme, à l'environnement. Donc ça veut dire que les défis d'urbanisation de la ville de Cotonou, il y aura une touche particulière pour que Cotonou puisse être dans une urbanisation maîtrisée
et avec des éléments, disons, écologiques, qu'on puisse promouvoir l'habitat écologique à Cotonou. Je sais qu'à plusieurs reprises, les maires de Cotonou ont essayé de créer des écoquartiers, ça n'a pas marché. Il faut aussi qu'on puisse faire bénéficier Cotonou des fonds climat, des fonds verts, et je pense que Luc Yankadia est bien prédisposé pour aider la ville dans ce sens. En outre, l'expert insiste sur ce qui serait l'une des clés de gouvernance du nouveau maire. Ce qui sera forcément la touche du nouveau maire, c'est la méthode en termes de gouvernance. Parce que c'est quelqu'un qui est très attaché à une bonne gouvernance. Et une bonne gouvernance passe par une méthode de travail qui est vraiment structurée. On peut parler de gestion axée sur les objectifs de développement. On peut parler de gestion axée sur les résultats. Il y a beaucoup d'outils et je pense qu'avec Luc Yankadia, Cotonou pourra bénéficier. Une nouvelle ère commence pour Cotonou. Les attentes sont exprimées. Le maire a déjà identifié plusieurs priorités, notamment l'amélioration du cadre de vie urbain, la gestion durable de l'espace public, la résilience face aux inondations et l'optimisation des services municipaux. Il a également annoncé que les premières actions de son mandat seront consacrées à une évaluation globale de la gestion municipale et à la définition d'un cadre de travail structuré. Voilà ce qui est dit. Retour sur ce plateau. Merci à cet Atemi pour cet élément, analyse qui plante donc le décor de cette émission. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez que nous parlons de l'installation des conseils communaux. Quels sont les défis pour les 7 prochaines années? Nous avons déjà démarré par les défis qui attendent la commune de Cotonou. Hugues Hector Zogo, Stéphane Akinrossou, vous avez suivi cet élément. Ville de Cotonou, vraie démarche, démarche pour donc évaluer l'évaluation de la gestion municipale, annonce donc le nouveau maire qui voudrait donc d'abord faire l'évaluation de la gestion municipale avant donc de commencer par implémenter son programme. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, merci Maurice Agua. Je pense que c'est tout à fait normal que quand on prend fonction dans ces conditions, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Il faut faire l'état des lieux pour voir où est-ce qu'on en est et quelle est la vision ou la démarche qu'on peut mettre en place pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et je crois qu'en la matière, le nouveau maire de la ville de Cotonou, Luc Yankadia. Puisque c'est Jean-Luc Atropo. Oui, c'est Jean-Luc, non? Luc Atropo. C'est Luc, c'est pas Jean-Luc. D'accord. Luc, c'est on dit Atropo. C'est un Luc qui a laissé la place qui précède un autre Luc. Voilà. Donc Luc Yankadia, il a pris fonction à la mairie de Cotonou. Comme le disait l'expert en gouvernance locale, a quand même assez de choses à faire. Je pense que globalement, il y a quand même 3 défis majeurs à relever. Le premier défi, pour moi, est quand même un défi politique, qui est celui d'impulser un leadership capable de susciter une forme de cohésion, d'harmonie et de symbiose au sein du conseil communal. Ça, c'est un défi politique majeur. L'autre défi qui est purement administratif et qui est lié à la gouvernance locale, c'est de faire en sorte que les ressources de la commune soient bien gérées, que les ressources humaines soient bien coordonnées
pour atteindre les objectifs, n'est-ce pas, donc qu'on s'est fixé sur le plan administratif. Il va s'agir de mettre, puisque la municipalité, c'est quand même des services sociaux de base, il faut pouvoir donc mettre en place une dynamique administrative capable de répondre efficacement, n'est-ce pas, donc aux besoins des populations en matière de la prestation de ces services sociaux de base. Ensuite, le grand défi de Cotonou, c'est la gestion urbaine. Parce que le plus gros défi de Cotonou, comme le disait l'ancien chef d'État, maire de Cotonou, Nicéphore Dieudonné Sogo. Parler de Hercule. Oui, Cotonou est entre griffes sous l'eau ou dans l'eau ou dominé par l'eau. Je ne sais pas quelle formule il faut retenir. Donc, le plus gros défi, c'est mettre en place une dynamique d'urbanisation qui puisse permettre à la population de Cotonou de se sentir bien. Il y a la question également des infrastructures socio-communautaires de base qui constituent également un autre enjeu capital. Et donc tout ça doit pouvoir intégrer un plan de développement communal assorti d'une dynamique de mobilisation, n'est-ce pas, donc de ressources très efficaces pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc je pense que ces 7 années ne seront pas du tout repos pour le tout nouveau maire de Cotonou, Luc Nyakadia, qu'on sait très technique, très technocrate, très outillé en matière d'urbanisation, en matière de questions d'infrastructure, en matière d'organisation matérielle, n'est-ce pas, donc des localités. Et on espère bien qu'il pourra réussir ces défis-là et qu'il a encore de l'énergie et la force pour servir Cotonou. Hugues Hector Zogo, je me retourne vers vous. Vous avez écouté l'expert en la matière dans cette analyse, M. Kenevo, qui disait que l'un des défis, c'est peut-être de créer le quartier éco. C'est pas, j'ai entendu, c'est pas écologique ou éco. J'ai entendu une expression en matière d'environnement, un quartier qui a une spécificité, mais également, il dit que comme défi, nous avons la vraie démocratie. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Commençons déjà par dire qu'aujourd'hui, nous avons à la tête de la municipalité de Cotonou un urbaniste. Quelqu'un qui a placé, au moment où il s'est retrouvé à porter la charge de ministre de l'Environnement, quelqu'un qui a énormément apporté sa contribution en ce qui concerne la mise en place de l'espace vert. Et ce profil-là, qu'on a pu lui connaître avec une certaine rigueur dans la gestion des affaires de la cité, nous permettent, ce profil qu'on a connu pour lui nous permet de pouvoir oser dire que la municipalité de Cotonou a de grands jours à pouvoir passer et qu'il y a de très grands défis qui pourront être relevés en si peu de temps. Vous avez évoqué la question du quartier écologique dont a fait cas l'expert en gouvernance locale Franck Kenevo. Et je crois que vous faites bien d'en parler parce que le grand défi de Cotonou aujourd'hui, c'est l'urbanisation de la ville. C'est la question fondamentale qui a été préoccupation majeure pour les 30 dernières années quand même. Exactement. Et même les 30 prochaines années, le grand défi pour Cotonou, c'est l'urbanisation. L'État central a commencé par
trouver d'une manière ou d'une autre des stratégies, des solutions. On a senti un bond qualitatif déjà avec l'aménagement presque des bas-fonds. Exactement. Vous voyez, on peut aujourd'hui circuler sur les bords de nos bas-fonds qui ont été aménagés. On peut circuler à des endroits impensables aujourd'hui lorsqu'on rentre dans Godomé, lorsqu'on rentre dans Vedokor, lorsqu'on rentre dans comment dire, Setovie et autres, Ladi, pour ne pas citer ces coins-là, qui étaient, pour ne pas parler d'Agla, bien sûr. Notre fameux Agla. Et après, aujourd'hui, quand même, il y a eu des bons qualitatifs. C'est exact, et c'est heureux que vous ayez cité quand même ces régions marécageuses qui, de par le passé, constituaient un grand problème pour Cotonou. Aujourd'hui, l'État central a pu mettre suffisamment de moyens. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut poursuivre l'urbanisation. Vous voyez, par exemple, le citoyen, dès qu'il a envie de se mettre à l'aise et qu'il est au cœur de la ville, il n'y a pas le mécanisme mis en place. Il n'y a pas les toilettes publiques. Et donc, est-ce que l'État central, va continuer par parler de décentralisation tout en étant l'acteur qui doit injecter les fonds dans la gestion de la ville? Donc, il fallait trouver un très bon profil qui maîtrise la question de l'urbanisation, quelqu'un qui a pris l'urbanisation à cœur pratiquement toute sa vie et qui, une fois à la tête de cette commune-là, pourrait implémenter donc ses connaissances, mettre en place la machine, aller au contact des partenaires techniques et financiers, savoir défendre ce qu'il y a à présenter comme programme ou bien comme projet. Et donc, arriver à faire le casting au niveau des formations politiques pour positionner aujourd'hui l'ancien ministre Luc Nyakaya, je pense quand même que c'est une très bonne chose pour notre pays. Et donc, le défi fondamental qui est le défi de l'urbanisation de la ville de Cotonou, je crois, pour son carnet d'adresses, pour quelqu'un qui a toujours priorisé l'espace vert, je crois quand même qu'il ne va pas tarder à sortir de Cotonou. Il ne va pas tarder à aller au contact de ces acteurs-là capables de lui mettre les moyens à disposition. Les technocrates dont il a besoin, les experts dont il a besoin pour venir faire réaliser des choses qui vont permettre aux citoyens de Cotonou de bien respirer. Parce qu'à Cotonou, on ne respire pas encore l'air pur. Ah oui? Non. Vous avez vu les quelques arbres que nous avons de part et d'autre au niveau de nos artères. Avec le temps, on a commencé par les couper. Mais au moment où on les coupe, on ne procède pas au reboisement. Donc, ce qui fait que il y a un autre problème, un autre véritable problème. Au-delà du fait que nous n'avons pas suffisamment d'espace vert, les quelques arbres qui absorbent le CO2 sont coupés. Donc, en période de sécheresse, c'est la chaleur. Oui. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir sortir, par exemple. Vous n'avez pas la possibilité de bien respirer. Donc, c'est des problèmes qui n'ont peut-être l'air de rien, mais qui font partie du cadre de vie qui permettent en réalité aux citoyens de se retrouver dans de meilleures conditions, de se mettre dans une posture adéquate où il pourra davantage être utile à sa communauté. Donc je pense que tel que l'espère dans la gouvernance locale le signifiait
en démontrant un peu le profil du maire actuel, je crois quand même que cette personnalité-là, avec l'équipe qui est installée, parce que vous voyez, on est allé chercher celle qui était chef de premier arrondissement pour la positionner aujourd'hui en tant que première adjointe au maire. On est allé chercher celui qui avait occupé le poste de deuxième adjoint au maire et qui nous a montré quand même une autre forme de gestion de l'administration locale. C'est avec lui, par exemple, que depuis la première mandature de la décentralisation jusqu'à la 4e, à laquelle lui l'a pris part, c'est avec lui pour la première fois qu'on ait vu quelqu'un qui chaque semaine présentait son agenda pour dire voici mon agenda de travail, tel jour je serai à telle séance de travail avec telle organisation, tel autre jour je serai au niveau de telle structure, tel autre jour je vais recevoir tel acteur en audience, ainsi de suite. Et il a fait durant toute la mandature. C'était qui ça? C'est M. Adjagboni. Donc aujourd'hui, il a été reconduit. Et vous avez Mme Irène Béhanzin, qui était dans la posture de 3e adjointe au maire, qui a été aussi reconduite. Donc ça voudrait dire que on a quand même des têtes bien pensantes, des têtes qui sont capables d'apporter une sorte de transformation. Au niveau de la première adjointe au maire, c'est Mme Arlette Bello-Saïzonou. Donc, quand vous regardez toutes ces figures-là autour du maire Luc Enyakaga, vous vous dites, il y a de quoi que les populations ou les citoyens de Cotonou puissent rêver. Très bien. On remarque quand même, Stéphane Hirosu, que certains maires ont pu donc rester en place, compte tenu peut-être c'est leur prime au bon travail qu'ils ont eu à abattre ces dernières années, mais d'autres sont partis, dont le maire de la commune d'Abomey-Calavi. On ne cesse de parler de Grand Nokoué avec tout ce qu'il faut là et qui nécessite donc que les maires de ces communes travaillent les mains dans la main. Comment vous voyez cette collaboration? Et aujourd'hui, on a remarqué également qu'il n'y a pas eu suffisamment de place faite aux femmes. Quelle analyse faites-vous de tout cela? Oui, ça fait beaucoup de questions à la fois, mais je vais essayer d'y aller pas à pas. Et pour déjà commencer par dire que tout à l'heure, vous évoquiez la question de démocratie locale. Hugues n'a pas répondu à ma Oui. question de démocratie. Oui. On va y arriver. Oui, de démocratie locale. Oui. Je Vraie pense que- démocratie, oui. c'est pas moi qui en parle, c'est l'expert Oui. en gouvernance locale qui en parle. Et je pense que c'est quand même un élément très important parce que, vous savez, comme on le dit, et tout le monde le sait, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et donc, cela dit que le peuple doit être, les citoyens, en l'espèce, doivent être au cœur de la gestion de la commune. Il faut que le citoyen soit au cœur de la gestion de la commune. Cela fait appel à deux concepts majeurs. Le concept de redevabilité et le concept de reddition de comptes. Cela est important et les maires aujourd'hui doivent pouvoir intégrer cela dans leur dynamique parce que vous ne pouvez pas gérer la commune sans impliquer les collectivités locales. Ce n'est pas possible. Et donc, les collectivités locales doivent être au cœur de l'action publique au niveau, n'est-ce pas, donc, de nos communes. La gestion de la municipalité ne doit pas être entourée de mythes pour le citoyen lambda, puisque, in fine, c'est le citoyen lambda qui doit être impacté par l'action qui est faite. Et donc, on ne peut pas gérer les communes aujourd'hui en dehors, n'est-ce pas, donc, des citoyens. Cela est quand même important de le faire. Et comment il faut le faire? Il faut qu'en amont, les populations soient
impliqués et il faut qu'en aval également, ils soient également impliqués au début comme à la fin. Les populations doivent être l'alpha et l'oméga de la gestion de la gouvernance, de la gouvernance locale. Quant à la question, n'est-ce pas, donc de la complicité qu'il doit y avoir au niveau des maires qui sont impliqués dans ce vaste projet du Grand Nokoué, je pense que c'est quand même un élément. Pour qu'une commune ne prenne pas de l'avance sur voilà, l'autre. je pense qu'aujourd'hui c'est quand même très, très important dans la mesure où aujourd'hui Hugues, le Grand Nokoué, rappelez-nous les communes qui sont concernées. Vous avez Cotonou, Abomey-Calavi, Yaouida. Et c'est les trois. Je vérifie. Donc, je pense que ces communes-là, aujourd'hui, vous voyez, quand on prend Abomey-Calavi, quand on prend je veux dire, Cotonou, quand on prend Ouida, le niveau de développement, ce n'est pas forcément le même. Le niveau d'urbanisation, ce n'est pas le même. Les défis... Ouida, quand même, a connu une ascension. Et donc, dans ce couloir où les acteurs de la gestion décentralisée se croisent et se rencontrent, il faut pouvoir mettre en place une dynamique pour qu'on ne sente pas de déséquilibre, pour qu'on ne sente pas, n'est-ce pas, donc, de déséquilibre. Cela est pour ma part un élément, je veux dire, très important. Ensuite, sur la question des femmes qui ne sont pas, je veux dire, assez représentées, je trouve que Hugues reviendra certainement là-dessus parce qu'il se fait... C'est 4 femmes sur 17, non? Non, je crois qu'ils sont allés à 5 maintenant. Ah bon? Oui, il y a une dame au niveau d'une des communes du Nord. Donc on peut... Tous les maires n'étaient pas installés? Non. Il reste encore, je crois, il reste encore une commune où ça tergiverse encore, je crois, ça doit être Tangueta, je ne sais pas s'ils sont arrivés. Et donc je disais que Hugues se fait volontiers l'avocat défenseur des femmes, il prendra la parole pour le faire si bien, pour le faire comme il a l'habitude de le faire. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, ça ne fait pas vraiment sérieux ce qui se passe dans ce secteur-là. Et moi, je ne continue pas à soutenir... Faut-il encore prévoir une loi sur la discrimination politique? Il y a des confrères qui ont fait cette réflexion-là, s'il ne faut pas aller vers une loi. Non. À chaque fois, il ne faut pas amener le législateur à recourir à une loi pour régler les problèmes sociaux. Je pense que les acteurs politiques, les responsables des partis politiques doivent quand même être conséquents et manifester leur bonne foi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. C'est aux acteurs politiques, aux responsables des partis politiques, s'ils sont sérieux envers eux-mêmes et s'ils sont sérieux envers les femmes qui sont engagées dans ces formations politiques-là, de dire vraiment, si on a 77 communes, il faut tout au moins, à tout le moins qu'on ait, je veux dire, 30 femmes. Tout au moins 30 femmes mères. Et ça, c'est pas ce qui est impossible. C'est pas ce qui est impossible. Hugues vous démontrera très volontiers qu'on peut trouver dans chaque formation politique et dans toutes les communes des femmes capables de faire, n'est-ce pas, donc le job. Et puis, les femmes qu'on a positionnées, mais est-ce qu'elles ont déçu? Non, elles n'ont pas déçu. Elles n'ont pas du tout déçu. Quand vous prenez, et je suis heureux pour cette commune-là, la commune de Tofor, qui a connu... successivement des femmes. Oui. Il y a eu Madame Bibiane Adamazé qui a géré avec une fermeté qui a conduit, n'est-ce pas, donc cette commune-là sur une certaine lancée. Aujourd'hui, c'est encore à une femme qu'ils ont confié la gestion de cette commune-là. Et je pense qu'on a des femmes un peu partout comme ça qui peuvent faire le job. Pourquoi les partis politiques ne se décident pas à faire et puis après l'expérience a montré que les femmes gèrent bien. Les femmes gèrent bien. Ça, ne soyons pas la preuve quand nous-mêmes on est à la maison et que les ressources c'est aux femmes
qu'on confie les ressources pour gérer. On sait comment ça se passe si c'est nous-mêmes qui nous arrogeons le devoir de gérer. On connaît bien comment ça pèse dans la balance. Donc, il faut pouvoir que les acteurs politiques commencent par faire confiance en nos femmes, à nos mamans, à ces braves dames-là qui mouillent quand même le maillot pour ces formations politiques-là. Il faut donner la chance, je veux dire, à la femme de s'éclore, de s'émanciper, de prouver ce dont elle est capable. Et également, au-delà des acteurs politiques, il faut que l'INF, et je pense que si ça se fait, ça ne se fait pas assez de mon point de vue. Je pense que l'INF doit pouvoir équilibrer les actions en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Il faut, les violences faites aux femmes, il faut équilibrer ça avec la promotion. Faut-il caser ce taux d'élection très faible sous la couverture de violences faites aux femmes? Non, je ne crois pas, mais je pense qu'il faut que l'INF aussi fasse les lobbies nécessaires au niveau des acteurs, des formations politiques, pour que vraiment des femmes soient promues, des femmes qui méritent. C'est des femmes qui méritent. Je dis bien, je précise, c'est des femmes qui méritent. Parce que ça aussi, c'est une autre problématique. Il faut pas, paire de manches. Voilà, il ne faut pas promouvoir pour promouvoir. Il faut promouvoir des femmes qui méritent. Il faut qu'on ait des femmes de la trempe de la dame là, son nom m'échappe, la dame UPR qui... la vice-présidente? Oui, Aliosa... Ah, d'accord. Oui. Aliosa... Son nom m'échappe, je vais peut-être me rappeler après. On veut des femmes comme elle, qui s'affichent, qui s'affirment. On veut bien des femmes méritantes comme ça au niveau de nos communes. Et ce n'est pas ça qui manque véritablement. Et je pense que ça aussi, c'est un autre défi politique qu'il va falloir relever. Très bien. Je rappelle que le Grand Nokoué est constitué de Semakbodji, de Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Ouida. C'est bien ça, hein, directeur Zogo? Oui, c'est bien cela. Vous avez oublié Porto Novo. Porto Novo est dans le Grand Nokoué, d'accord. Donc ce sont les 5 communes, communes qui constituent le Grand Nokoué. Mais lorsque l'expert parle de la vraie démocratie, ça me préoccupe. Oui, ça me préoccupe. Et il considère cela comme un défi, alors que nous sommes au niveau local. Et il parle de vraie démocratie. Oui, vous faites très bien de pouvoir mettre l'accent sur la question de la vraie démocratie à la base. Parce qu'en réalité, prenez par exemple les différentes communes que nous avions, la gestion de nos différentes communes depuis la première mandature jusqu'à la 4e. Ce qu'on a pu constater, c'est que le grand rendez-vous au cours duquel les citoyens doivent découvrir comment est-ce que leur cité se gère, qui est donc la session du conseil communal, à cette session-là, les citoyens ne se font pas représenter en masse. Et pourquoi? Parce que une sorte de stratégie se mène à l'interne au niveau de nos communes. Les textes et lois de la décentralisation font obligation au Conseil de pouvoir donc partager l'information à temps sur tous les canaux susceptibles de permettre aux citoyens de savoir qu'il y a la session qui doit s'organiser à telle date et à telle heure. Mais qu'est-ce qui se fait? Vous allez constater qu'on affiche peut-être un communiqué, effectivement, sur le tableau d'affichage, tout en sachant que tout le monde ne sait pas lire et tout en sachant que tout le monde ne vient pas à la mairie forcément tous les jours. Et c'est pratiquement la veille de la tenue donc, de cette session du conseil communal que sur une plateforme, vous allez peut-être apercevoir un message qui vous tient informé que demain, il y a session. Alors qu'en tant que citoyen, vous aviez déjà programmé l'agenda de cette journée-là.
qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tenu donc de vaquer à vos occupations. Alors que vous auriez pu être présent à cette session-là, qu'à la fin, vous auriez pu rencontrer les chefs d'arrondissement, les conseillers, même pourquoi pas les adjoints au maire ou le maire même pour lui dire « Ah mais monsieur le maire, vous aviez discuté de telle question tout à l'heure en session. C'est vrai qu'en tant que citoyen, je n'ai pas droit au chapitre au cours de cette session-là. Je suis là en tant qu'observateur, mais voici ce que je pense de la question. Vous aviez mené le débat sous tel angle, mais il y a eu tel autre angle qui vous a peut-être échappé. Et mieux, aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Le premier défi en termes de gestion, en termes de mise en œuvre de la gouvernance locale, devrait être que systématiquement, toutes les sessions du conseil communal devraient être retransmises sur les radios communautaires. Il n'y a pas cette commune-là aujourd'hui au Bénin qui n'a pas de radio. Toutes les communes ont de radio. Même si ce n'est pas la propriété de la commune même, il y a quand même une radio sur les 77 communes, sur le territoire des 77 communes. Et donc, ce qui serait très simple, si on veut effectivement montrer la bonne foi des dirigeants qui sont élus et installés, ou qui sont nommés et installés, s'ils veulent effectivement montrer leur bonne foi, c'est de commencer ce petit exercice-là. On peut, même si ce n'est pas au niveau des stations radio communautaires, on peut, avec les smartphones aujourd'hui, faire du direct et permettre aux citoyens qui le souhaitent de suivre la session du conseil communal. Même si le citoyen était occupé, dès qu'il aurait terminé ses activités, il revient le soir, il peut aller sur la page Facebook ou bien la page YouTube mise en place par l'équipe de communication de la mairie, donc la direction du service de l'information de la mairie, qui fait un travail au niveau de la mairie pour accompagner les conseillers communaux. L'équipe met en place le dispositif et puis ça permet à tous les citoyens de suivre de par leur position. Vous pouvez être dans votre véhicule, mais vous serez en train de suivre ce qui se passe. Comment est-ce qu'on est en train de vouloir gérer les affaires de votre commune? Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle la participation citoyenne. La participation citoyenne doit être au cœur de la gouvernance locale. Mais comment le citoyen participe à la gestion communale si on ne lui montre pas qu'on a cette bonne foi-là de pouvoir l'associer? Le citoyen ne doit normalement pas rester bras croisés pendant les 7 prochaines années. Il revient au citoyen de saisir par courrier soit le secrétaire exécutif, soit le maire, soit l'un des adjoints au maire, ou soit un simple conseiller sur des préoccupations concernant donc la vie de la commune. Et dès qu'il le fait, il attend un retour du conseil communal. Dès que le conseil communal ne le fait pas, il a la possibilité de partager sa requête avec les acteurs des médias. Donc c'est pour dire que les acteurs des médias ont un rôle important à jouer dans le dispositif de la décentralisation pour qu'on puisse assister effectivement à une bonne gouvernance. Pendant les 7 prochaines années, les journalistes doivent pouvoir demeurer des patriotes. Dès qu'ils se rendent compte qu'au niveau d'une commune, ça ne va pas, ce qu'ils ont à faire, c'est de mener la démarche vers la commune pour chercher à comprendre ce pourquoi les choses se passent de cette manière-là. Recueillir ensuite l'avis des citoyens de ce territoire-là. Qu'est-ce que les citoyens pensent? Et au même moment, faire un travail global. C'est-à-dire vous présenter
ce que le conseil communal a pu dire, vous présentez le regard des citoyens, mais vous-même, en tant que sachant, qu'est-ce que les tests de la décentralisation disent? Vous évoquez ces tests-là pour permettre à la masse de comprendre comment est-ce que, par exemple, Cotonou se gère, comment est-ce que Abomey-Calavi se gère, ainsi de suite. Donc pour moi, ce n'est que de cette manière-là qu'on pourra effectivement faire bouger les lignes. Parce que s'il n'y a pas cette pression-là, la pression du citoyen, le citoyen qui cherche à comprendre comment est-ce que sa cité est gérée, les dirigeants, à un moment donné, vont se retrouver dans leur bureau climatisé et perdre de vue l'essentiel. Et ce n'est qu'à 2 ans de la fin du mandat qu'ils vont commencer par courir parce que là, ils se rendent compte qu'il y a une période qui s'annonce, une période de renouvellement du mandat. Vous auriez dû remarquer, pour cette 4e mandature qui est terminée, il y a eu des maires qui n'ont pas pu présenter de bilan. Il y a eu des maires qui ont souhaité coûte que coûte revenir. Et pratiquement à 6 mois des élections, sont parvenus à présenter des contenus de magazines où eux-mêmes, ils se surprennent de n'avoir rien réalisé pour leur commune. Donc, c'est des choses que nous avions vécues. Aujourd'hui, on est à la 5e mandature. Il faut pouvoir faire un pas de plus. Stéphane Ahinressou, nous n'avons plus beaucoup de temps. Quels sont alors les grands défis qui attendent de façon globale les 77 communes ou les 76? Pourquoi pas? Parce que nous avons parlé déjà de la ville de Cotonou. Oui, je voudrais encore insister sur la chute de Hugues pour que les citoyens comprennent que leur participation à la gouvernance locale, au-delà d'être une nécessité, est un droit. Le citoyen a droit à l'information. Le citoyen a le droit de savoir comment les ressources de sa commune sont gérées. A le droit de savoir quels sont les mécanismes qui sont mis en place. A le droit de savoir si ce qui est annoncé est fait de façon concrète. C'est très important parce que ne pas le faire, c'est se désintéresser. Et se désintéresser, c'est donner ou ouvrir le boulevard aux acteurs politiques de faire tout ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas l'objectif de la décentralisation du pouvoir d'État. La décentralisation du pouvoir d'État, c'est de rapprocher les gouvernants des gouvernés. C'est créer une synergie, une symbiose entre gouvernants et gouvernés pour qu'il y ait un fort impact sur la communauté. Et chacun doit pouvoir jouer sa partition. Pour en venir maintenant à votre question, de façon globale, je vais préciser que les défis qui attendent les nouveaux maires sont de 3 ordres. Et le premier me tient à cœur, plus que tout, c'est le défi du développement. C'est le défi du développement. Qu'est-ce que vous y mettez? Le défi du développement, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ce dont a besoin nos communes, ce sont les infrastructures socio-communautaires de base. C'est les hôpitaux, c'est les écoles, c'est les routes. Nos communautés à la base ont besoin de ces choses-là. Et donc, aujourd'hui, les maires qui ont 7 ans doivent pouvoir tout faire pour impacter les communautés dans ce sens. Il ne faudrait pas que, à la fin, les maires se surprennent de n'avoir rien fait comme Hugues l'a si bien dit. On ne peut pas passer 7 ans... Quand on n'a rien fait, on réalise des magazines. Ah oui. Quand on n'a rien fait, on réalise le magazine pour faire un coup de charme communicationnel. Et quand on finit par réaliser soi-même en regardant, on se dit que c'est vide. C'est vide. C'est vide. On a beau tenter des coups de communication, mais ça ne perce pas pour ceux qui sont vraiment des observateurs avertis. Parce que quand on regarde le magazine, on n'y voit rien. C'est pourquoi moi, par endroit, au niveau de certaines communes, je ne vais pas en citer, mais au niveau de certaines communes, j'ai été heureux que certains soient
ne soit pas reconduit par les partis politiques. Parce que quand un parti politique vous fait confiance et vous positionne à la tête, n'est-ce pas, donc d'une commune, vous devez tout faire pour mériter, n'est-ce pas, donc la confiance, pour mériter la confiance de votre parti politique. Parce que si vous ne réussissez pas ça, vous faites de la mauvaise publicité politique pour votre parti politique. Donc, je voudrais dire que ça, c'est un défi important, le défi du développement. Ensuite, l'autre défi, et dans ce défi de développement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que pour que les communes puissent avoir les ressources pour impacter le développement de la localité, il faut également l'accompagnement des populations. Et cela va se traduire à travers le civisme. Le civisme, parce que la commune a besoin d'impôts, de percevoir les impôts. Aujourd'hui, est-ce que les populations facilitent la tâche aux communes dans cette dynamique-là? Et tout ça aussi, il faut pouvoir sensibiliser. C'est une question d'information, de sensibilisation des populations. Parce que quand l'individu comprend l'enjeu, il le fait, il s'y adonne facilement. L'autre défi, c'est le défi, n'est-ce pas, donc, de la gouvernance locale, administrative, si vous voulez. Parce que aujourd'hui, nos communes ont besoin d'être bien gérées sur le plan financier, sur le plan humain. Et cela est vraiment important. Il ne faudrait pas que les ressources de nos communes soient dilapidées, qu'on n'assiste pas, comme le dirait l'autre, à des siphonneurs, à des siphonneurs des ressources de l'État. Non, il faudrait qu'on ait des maires qui sont soucieux, n'est-ce pas, donc du développement de leur localité. Que les ressources destinées aux actions de développement vont aux actions de développement, effectivement. Ça, et ça cela doit passer par, je veux dire, l'efficacité des secrétaires exécutifs qui sont le bras armé du pouvoir central au niveau de nos communes en matière de gestion rationnelle optimale, n'est-ce pas, donc des ressources des communes. Ensuite, l'autre des défis qui me paraît quand même important également, qui est un défi politique, et je le souligne d'ailleurs, il faut que les maires marquent ou impriment un certain dynamisme au point où leur action peut susciter une adhésion. Parce que une chose est que vous soyez tous issus de la même formation politique, mais il peut y avoir des clivages si vous ne gérez pas bien. Les gens peuvent, les conseillers de votre parti peuvent commencer par contester votre gestion si vous ne suscitez pas l'unanimité. Et donc, il faut faire en sorte... Ce n'est pas que ça, parce qu'à peine un maire élu qu'il est déjà contesté et on veut le destituer. Donc, ce n'est pas forcément la gestion qui peut amener à ce qu'on destitue un maire. Non, il y a la gestion d'abord, et puis après, il peut y avoir des questions politiques, des questions de proximité ou pas, des questions de préférence ou pas. Mais je me dis que si déjà au niveau de la gestion, vous faites bien, ça va être de la mauvaise foi de contester ce que vous faites. Quel sera votre mot de la fin à l'endroit de ces maires-là, déjà élus, déjà installés? Je veux dire que ces maires doivent faire la fierté de leur formation politique, la fierté de leurs élus, tout simplement. Très bien. Hugues Zogo, ma dernière question à vous, je pense que je l'avais tout à l'heure, mais elle est partie. Et voilà, quel sera alors votre mot à l'endroit de ces maires qui vont donc diriger ces communes pendant les 7 années à venir? En guise de mot de fin. C'est passé déjà, c'est fini. Oui, c'est fini. Le temps est vite passé. Oui, mais
Pendant que vous parlez français, vous ne voyez pas le temps passer. C'est allé vite. Je crois quand même que ces maires qui sont aujourd'hui installés doivent pouvoir remercier le ciel de leur avoir permis de passer les 7 prochaines années à venir à servir leur communauté. C'est une grâce. Et donc le faire très bien devient donc un héritage à faire porter aux générations montantes. Donc, si vous le faites très bien, les générations montantes sauront qu'il y a eu quelqu'un comme vous qui a pu occuper le poste de maire et qui a travaillé à changer de paradigme à la commune. Mais si vous ne le faites pas aussi bien, l'histoire retiendra votre nom. Donc, je souhaite un plein mandat à tous les maires, aux conseils communaux, et j'invite les populations à rester très éveillées pendant les 7 prochaines années, comprendre que la démarche participative du citoyen doit être prioritaire. Donc voilà ce que je partage comme mot de fin sur ce plateau. Très bien, merci à vous. Hugues Hector Zogo, Stéphane Arinrosu, c'est bon? Oui, je pense que Hugues a dit l'essentiel. On va juste espérer que les partis politiques ne se sont pas trompés de personne. Très bien, merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Nous avons parlé des défis qui attendent donc les maires, les communes de cette 5e mandature. Et vous avez suivi nos analyses politiques sur ce plateau. Vous avez suivi l'expert Kenevor également dans son analyse proposée par cette Atemi. Madame, Messieurs, c'est fini pour donc cette émission. Merci de liker sur les différentes plateformes. Merci de partager le lien concernant l'émission afin que ça parvienne aux maires pour qu'ils puissent donc prendre un peu plus l'ampleur de ce qui les attend désormais à cœur. Voilà, Alicia Arissou, Chancel Adjibi, Gérard Roussard, Marcel Yedo, Alain Alou, toute l'équipe a participé à la production et à la réalisation de cette émission. Une fois encore, merci à mes débatteurs. Mesdames, Messieurs, on se retrouve en 7. Portez-vous bien et bon week-end à toutes et à tous.